Dès qu'on s'embarque dans le livre, on voit mentalement la ville du futur que tu as imaginée. Comment tu l'as imaginée, cette ville ? En fait, le vrai point de départ du livre, c'était au moment de la promo de Soleil Amer, donc de mon précédent roman. Et je sortais de la Fnac de Nice et j'ai vu une salle de bain éclairée dans la nuit. Et j'ai eu l'impression d'entrer dans une intimité. En fait, j'ai fait une blague à mon attaché de presse en lui disant « Mais imagine, quelqu'un vient se brosser les dents. » Bon, ça l'a pas beaucoup intéressé. Et puis, il n'y avait personne dans la salle de bain ? Elle était juste allumée. Il y avait personne, mais il y avait une chambre, il y avait un évier. Enfin, voilà, j'ai eu une sensation étrange. Et en fait, c'est parti vraiment d'un sentiment qui ne m'a pas quittée. Et je pense qu'effectivement, il se percutait avec d'autres choses, les éléments que tu as cités de la société, ce mot de transparence qu'on entend souvent, les réseaux sociaux, les open space, enfin tout ce qui fait qu'on est quand même dans une société de la transparence. Et quand j'ai commencé à écrire le livre, 2 mois après, il y a eu cette fameuse interview, effectivement, en octobre, où je me suis dit, en fait, ce monde que j'avais fantasmé, ce monde sans mur, ce monde vitré, un peu. En fait, les raisons qui m'ont fait l'imaginer sont des raisons en fait, qui sont opérantes et qui sont des raisons valables, puisque ce prêtre, en fait, ce qui est fou, c'est que c'est pour se protéger lui-même. Oui. Il a des enfants, bon, je pense que d'un point de vue même financier, il se dit que les gens qui financent son association peut-être auraient des doutes sur sa moralité. Et donc, c'est une manière de montrer patte blanche, une manière de... Enfin, ça dit beaucoup de la société de la méfiance dans laquelle on est, en réalité, qui est une société où on se dit, voilà, je préfère qu'il n'y ait pas d'angle mort pour les enfants, plutôt que de me retrouver un jour accusé de pédophilie ou d'autre chose. Donc, c'est ce raisonnement-là que j'avais eu dans la fiction, qui s'est retrouvé peu à peu matérialisé. Et c'est ce que j'ai trouvé fou. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de la Revenge Week ? Alors oui, cette société de la transparence, il fallait un point de départ. Il fallait imaginer un point de départ. Et je me suis dit, bon, comment on en vient à une société où chacun accepte de vivre sous le regard de ses voisins et est vu par ses voisins à tout moment. Et pour ça, il fallait trouver un moment fondateur et un moment qui soit assez violent, suffisamment violent, pour déclencher un changement d'urbanisme. Il y a eu les travaux d'Haussmann au XIXe siècle qui visaient à plus de salubrité, plus de sécurité, pour éviter que les ouvriers se regroupent dans les faubourgs. De la même manière, j'ai imaginé ce changement d'urbanisme qui serait un changement du XXIe siècle. Et il fallait une cause. Au début, j'avais pensé à un attentat, j'avais réfléchi à plusieurs options. Et finalement, ce qui m'est apparu, c'est que... si une nouvelle révolution devait se produire, ce serait une révolution fondée sur la défiance à l'égard de la justice. Ce qu'on ressent partout, c'est-à-dire que moi, ayant travaillé ici, j'ai écouté beaucoup de discours politiques, de Trump à Zemmour pendant la présidentielle, et Zemmour qui parlait de la fin de l'état de droit, c'était assez intéressant, c'est-à-dire qu'il mettait le peuple au-dessus de la justice. De la même manière, dans les affaires d'agression sexuelle, on entend beaucoup de militantes féministes qui disent que la justice ne fait pas son travail assez vite, ne le fait pas assez bien. Donc en fait, j'avais l'impression que la justice était vraiment le dénominateur commun de toutes les colères. Et donc, j'ai imaginé cette Revenge Week, qui est une semaine de vengeance, où les gens se font justice eux-mêmes, à partir d'un événement que je ne vais pas raconter ici. Mais les gens se font justice eux-mêmes, c'est une forme d'anarchie, et cette anarchie va déboucher sur un changement d'urbanisme total. Et donc, cette société de la transparence, où effectivement, on voit plein d'avantages au début, baisse des maltraitances, baisse de la violence, moins de criminalité, tout le monde s'auto-contrôle, effectivement, la société s'auto-régule. On n'a plus un Big Brother qui est une figure totalitaire comme dans la plupart des dystopies. Tout le monde est Big Brother. Mais tout le monde est le Big Brother de tout le monde. Et finalement, on vit dans une forme de société pacifique, heureuse, bienveillante, en apparence. Oui, parce que... Et l'amour dans tout ça ? Ah bah l'amour, justement. Alors moi, mon personnage principal, c'est une enquêtrice qui s'appelle Hélène, qui a connu le monde d'avant, les méthodes d'investigation du monde d'avant, comme on dit. Et cette enquêtrice, elle souffrait énormément parce que son mari la trompait. Elle le savait, il rentrait tard. Il était entouré d'une part de mystère qui l'angoissait énormément, mais en même temps, elle était très amoureuse de lui. Et plus le temps a passé, quand cette société, donc la Revenge Week est passée, la société de la transparence s'est installée, son mari, finalement, ne pouvait plus la tromper. Parce que tout était transparent. Puisque tout était transparent, puisque voilà, elle pouvait même passer devant son bureau. Voilà. Donc, et soudain, il a perdu toute son aura, en fait, parce que dès qu'on perd de cette part de mystère, dès qu'on se dit qu'il n'y a plus rien à aller chercher
derrière une personne. On perd complètement... Enfin voilà, elle savait où il était, toujours à n'importe quel moment. Et finalement, oui, c'est les sentiments qui en pâtissent. Et tu as inventé des sarcophages aussi. Et j'ai inventé... Alors la question qui s'est posée très vite, c'était la question de l'intimité. C'est-à-dire que je voulais que le roman soit hyper réaliste. Qu'on ne se dise pas... voilà, bon, elle a pris des maisons transparentes, mais qu'est-ce qu'on fait des douches, qu'est-ce qu'on fait des toilettes, qu'est-ce qu'on fait des relations intimes? C'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a un ping-pong avec le lecteur. Dès qu'on se dit, mais alors comment ils font pour... Hop, tu donnes la réponse après. Et donc comment ils font pour faire l'amour, par exemple? Exactement. Et je m'étais posé la question d'une société pornographique, puisque la pornographie, c'est l'absence de distance entre l'image et l'œil. Et c'est un peu cette société de la transparence. C'est une société où, c'est l'exact de mon livre, on est dans la société du plus visible que le visible, une société quand même obscène. Et donc je m'étais posé la question, ce qui est sans doute possible dans certains quartiers, mais ce qui n'est pas acceptable pour la plupart des Français. Et je voulais que ce soit quand même acceptable. Et donc j'ai imaginé des lits qui se referment un peu comme des tombeaux. Il faut être consentant, donc il faut appuyer sur un bouton qui valide le consentement. Il y a un bouton intérieur aussi du lit sarcophage qui garantit une forme d'intimité et en même temps de sécurité, puisqu'on est dans une société où la sécurité prime sur la liberté. La transparence est devenue un mot de journaliste. Chez certains, il y a même un désir de transparence totale au nom de l'intérêt général. Est-ce que c'est un danger pour toi ? Tout à l'heure, on a entendu... Tristan, je vais vous poser la question aussi. Je prépare la réponse. Sur la transparence. La question du j'ai rien à cacher, elle est intéressante parce que on a tous en réalité à cacher. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu une posture même vis-à-vis des GAFA quand on va sur Google ou sur Facebook, quand on a toutes nos infos sur nos groupes WhatsApp, etc. Si on imaginait une seule seconde que ces infos pourraient être diffusées, que les conversations WhatsApp seraient rendues publiques du jour au lendemain, ce serait la guerre. Donc ce serait quand même assez terrible. Mais c'est vrai que c'est une chose qu'on ne conçoit pas, qu'on préfère éluder. Et pour moi, c'est quand même extrêmement dangereux. D'ailleurs, Tristan, cette phrase, je l'ai noté, l'utopie d'une société sans secret nous condamne au mensonge. Exactement. Et d'ailleurs, sur la question politique, le risque, c'est d'arriver dans une forme de théatrocratie où les hommes politiques sont en perpétuelle mise en scène dans la publicité d'eux-mêmes et ne peuvent plus tellement agir. Pour qu'il y ait possibilité d'action politique, il faut aussi qu'il y ait des arcanes. C'est pour ça qu'on emploie l'expression des arcanes de la politique. Il faut qu'il y ait des domaines secrets, des endroits où on peut échanger, on peut négocier. Parfois, ce n'est pas toujours très clean, mais est-ce qu'il faut arriver dans une société de zéro corruption, zéro violence, zéro négociation hasardeuse? Et là, Tristan va prendre la parole. Ce qui n'est pour le coup pas ce que défendent les journalistes d'investigation qui demandent de la transparence. Pour le coup, même tout à l'heure, j'ai défendu le secret des sources. Donc nous aussi, on défend une part de secret. Et c'est vrai que quand on explique évidemment que tout secret, le secret professionnel, le secret défense, le secret médical, le secret de la vie privée, c'est nécessaire. Et les SMS de Sophia Chikirou, est-ce que c'est de la transparence? Là, c'est de la transparence parce que oui, on ne révèle pas des choses qui relèvent de sa vie privée, qui sont anecdotiques. Si on décide de révéler ces contenus-là, c'est parce que ça dit quelque chose de son management et de son double discours. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui, effectivement, explique que elle, ce qui est important dans la vie, c'est d'appliquer, d'avoir un management qui soit bienveillant. Et en fait, on se rend compte que c'est pas le cas. Voilà, donc on va pas sur des affaires qui ne nous regardent pas. Pareil pour Ariane Lavrieux, quand elle viole avec nous le secret défense, on choisit, on fait attention à pas révéler, par exemple, les coordonnées ou la localisation d'une base secrète de la France. On ne donne pas l'identité de certains agents du renseignement. Nous, tout ce qui nous intéresse, tout ce que l'on révèle, pourtant il y a des centaines de pages de documents, on révèle uniquement ce qui relève de l'intérêt général. Là, en l'occurrence, c'était potentiellement une complicité de crimes de guerre. On estime que c'est important de le révéler au grand public, mais évidemment que aucun journaliste ne réclame de pouvoir tout dire, d'être dans les chambres à coucher de tout le monde. C'est vraiment pas ça que ça veut dire la transparence. Et par exemple, pour Sophia Chikirou, le fait de juger de sa bienveillance, en tout cas de son management bienveillant, on est quand même dans des critères moraux. Est-ce que ça, c'est pas un problème? Qui là, en l'occurrence, en regardant l'enquête complète, sont assez objectives et on n'est pas sur un jugement de valeur. Et je pense que même Sophia Chikirou, si elle devait commenter ses propres propos, ne pourrait pas dire que c'est du management bienveillant.